non, c'est trop bien. On s'est passionné depuis ce matin là. C'était absolument génial ce forum et je sens que ça va finir encore en beauté avec vous deux. Et voilà, et donc pour ceux qui ne sont pas là depuis ce matin, je vous accueille avec grande joie dans ce forum en ligne des métiers d'art. Donc, le forum Sauvons les métiers d'art est organisé dans le cadre de la mobilisation Sauvons les métiers d'art. Pardon pour ceux qui entendent cette intro pour la 8e fois. Mais voilà, on est aussi là pour ça. Mobilisation qui a été, je n'ai toujours pas trouvé la grammaire de cette phrase, initiée par les professeurs et les étudiants des écoles de métiers d'art de France entière pour dénoncer la diminution drastique du nombre d'heures d'enseignement en atelier dans le cadre de la réforme du diplôme DNMAD. Nous, le Craft Project, on est une association de loi 1901. On l'a fondée au mois de septembre, mais le podcast existe depuis presque 3 ans, je crois, pour être un amplificateur au service du secteur des métiers d'art. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui ont témoigné aujourd'hui ou qui ont modéré aujourd'hui, qui sont dans le conseil stratégique de l'association. C'est le cas de Caroline, c'est le cas de Charles Jouve, de Steven Leprisé. Enfin, on est vraiment toute une communauté de professionnels des métiers d'art à porter cette association. Et c'était évidemment, enfin, c'était une évidence pour nous d'être l'amplificateur de la mobilisation Sauvons les métiers d'art. Et donc, ce forum fait partie des actions qu'on a voulu mettre en place pour répondre aux demandes des étudiants, puisqu'ils sont très décontenancés dans cette mobilisation autour des critiques et puis vivent les failles de leur diplôme au quotidien. Et donc, ils avaient besoin de parler aux professionnels. Donc, on a organisé ce moment d'échange. Alors, la session entre Dimitri Linka et Caroline Salagnac a eu énormément de succès puisqu'on a dû mettre les inscriptions sur liste d'attente. Je pense qu'elle incarne un peu et vous allez pouvoir parler et aborder des sujets qui sont au cœur des réflexions et des débats autour de ce diplôme, puisque artisanat et design ont été mariés dans ce diplôme. Et voilà, je ne lance pas les conversations, mais je comprends pourquoi on a eu autant d'inscrits et je comprends pourquoi il y a tellement de personnes qui ont envie de vous écouter aujourd'hui. Donc, je vous laisse parler, mes chers amis. Caro. Merci. Je lance. Bonjour à tous. Donc, je propose de présenter Dimitri dans un premier temps, Dimitri Linka. Donc, on s'est appelé longuement hier soir au téléphone. On a refait le monde, donc c'est parfait. Dimitri, en fait, a eu une formation de 8 ans au sein de la formation à la fois métier d'art et design, c'est-à-dire en commençant… Dimitri, quand je me trompe, tu okay. Avec une formation à l'école Boulle, côté Fédère, en CAP bénisterie, puis BMA et bénisterie. Il me témoignait en fait qu'à l'époque, quand il faisait CAP, bénisterie et BMA, il y avait à peu près 20 heures d'atelier. Donc ça, j'ai noté ça parce que c'est quand même marquant. Il a enchaîné, il a changé d'atelier en allant vers un DMA marqueterie, toujours à l'école Boulle. Et puis à un moment, grande rupture, grande réorientation, enfin c'est, disons, suite du chemin. Il a été vers un DSA événementiel, à l'époque il s'appelait communication médiation, toujours aujourd'hui je crois c'est ce nom-là. Événementiel et médiation, ouais. Événementiel et médiation, voilà. Ouais. Et pour poursuivre à l'issue de ce DSA vers l'incubateur des ateliers de Paris, dans lequel au départ tu faisais des projets plutôt d'agencement et à un moment tu as eu un retour sur toi-même en te posant des questions sur ton rôle et voilà, et puis voilà, et après, alors tu as été lauréat d'un prix, on va revenir sur le prix incroyable, le prix Dialogue Bettencourt 2020, applaudissements général, voilà. et en fait, ce que je disais, Raphaël, dans ce qu'on avait dit à un moment, moi je me présente, c'est ça? Ouais, ce serait bien parce que moi je sais très bien qui t'es, mais je pense que… Il y en a d'autres qui aimeraient bien savoir, c'est qui la dame? C'est qui la dame? Alors, voilà, donc du coup, moi, je suis Caroline Salagnac. Un peu comme Dimitri, je suis rentrée dans la formation métier d'art très tôt, puisque à l'âge de 14 ans, je suis rentrée à l'école du Perret. À l'époque, on pouvait rentrer après la 3e. J'ai donc fait 2 ans de textile à Duperré, puis j'ai continué les métiers d'art en rentrant à l'école Boulle, en gravure ornementale. Donc, pour faire le fameux DFSMA, voilà, ça veut dire niveau terminal. Et en fait, je n'ai pas fait de DMA à l'époque parce que je m'ennuyais.
je m'ennuyais, c'est intéressant, c'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas réfléchir assez dans ma pratique de métier d'art. C'est pas bien ce que je dis là, ça va pas plaire à tout le monde. Donc, du coup, je suis partie vers le design pour faire un BTS événementiel à l'époque, communication événement. Et à la suite de ça, ah oui, et après j'ai fait de la philo. Je suis partie à Normal Sup à Cachan pendant 4 ans pour me former pour être prof, pour passer plus tard l'agrégation des arts appliqués. Mais je retiens surtout de cette formation à Normal Sup une formation philo en esthétique qui m'a fait découvrir la philo, l'esthétique, la vision de l'art et de la beauté de manière incroyable. Ceci m'a formée comme prof et à l'issue de tout ça, j'ai été prof, bref, et d'art appliqué. Et en parallèle de mon métier de prof d'art appliqué, j'ai toujours continué à pratiquer une expérience métier d'art dans le sens où je travaillais sur des chantiers de restauration du patrimoine, ce qui m'a amené à faire de la mosaïque, à être meilleur ouvrier de France en mosaïque, et donc à apprendre sur le terrain. Voilà. Et à l'école Boulle, ce qui va poser la question du DNMAT, du design et des métiers d'art, avec Yoran Lebovici, le fameux, le grand, nous avons mis en place une classe expérimentale qui s'appelle le MAD, dans laquelle nous expérimentons ce que pourrait être la recherche en métier d'art versus design. Et en fait, on fait des essais. Ça fait 7 ans qu'on fait ce travail-là. Voilà, clôture. Donc, Dimitri, moi j'ai longuement parlé. Peut-être que... Est-ce que tu veux revenir sur ta présentation? Tu as d'autres choses à dire sur ton parcours? C'est peut-être, j'ai été un peu courte. Bonjour déjà pour commencer. Et oui, je vais y revenir. Bon, déjà, je voulais remercier aussi le Craft Project et Raphaël d'organiser tout ça et toute l'équipe qui est derrière, bien évidemment. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et de parler voilà, de ce métier que je pratique aussi avec passion. Et en sachant aussi qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont présents aujourd'hui, donc si ça peut aider, si il y a des questions à la fin, surtout faut pas hésiter, enfin, on est là pour ça. N'importe quel il y a un petit micro. Et Dimitri, ton micro est coupé. C'est peut-être moi qui fais ça. Ah oui, ouais, du coup c'est bon, ouais, c'est bon là? Ouais, c'est bon, excuse. Ok, parfait. Je sais pas où est-ce que ça a coupé, du coup, à quel moment ça a coupé. Je crois que désolé, bon, c'est pas grave. tu étais en train de commencer à raconter ton parcours. Tu disais que tu étais content qu'il y avait des étudiants et qu'il ne fallait pas hésiter à poser les questions, qu'on était là pour ça. C'est ça. Surtout à la fin, il ne faudra pas hésiter. Ouais. Et voilà, bon, en tout cas, c'est dispo. Pour revenir un petit peu sur mon parcours, moi, comme l'a très bien dit Caroline, j'ai fait 8 ans à l'école Boulle. J'ai eu cette chance de pouvoir passer un peu par tous les diplômes. J'ai intégré l'école en 2007 à la suite de ma 3e au collège. Je savais c'était un vrai choix pour moi en tout cas d'intégrer l'école Boulle parce que j'avais eu la chance de regarder un reportage sur l'école Boulle quand j'étais en 4e et je me souviens d'avoir dit à ma mère en allant faire des courses un jour, je me souviens très bien en fait de ce moment-là parce que ça m'avait marqué de lui dire un jour je serai ébéniste. Et du coup il y avait une forme d'évidence pour moi qu'un jour j'intégrerais cette école. Bon, voilà, la vie a fait qu'aujourd'hui, j'ai une pratique qui est un petit peu différente aussi de ce que j'imaginais à l'époque et même quand j'ai intégré l'école au fur et à mesure des années. Donc, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir étudier à la fois en ébénisterie durant 4 ans, 2 ans du coup de marqueterie. Et puis pour terminer, voilà, sur un DSA qui est plutôt un diplôme d'art appliqué, design. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis installé en fait au 8 Passage Brulon dans un bureau qui fait aussi office d'espace quand j'ai besoin de prototyper. Ça va faire maintenant 2 ans. Et je continue quand même régulièrement à aller travailler dans les ateliers aussi d'autres artisans quand j'ai besoin en fonction des projets. Et du coup, c'est de la location à la journée. Donc, c'est vraiment assez mobile et assez souple à ce niveau-là. Du coup, voilà. Pour reprendre un petit peu la présentation rapidement. Alors, je propose d'enchaîner sur le prix Dialogue que tu as eu chez Bettencourt. Donc, tu es lauréat du prix Dialogue Bettencourt 2020. Et en fait, donc ce dialogue, tu l'as obtenu avec Nicolas Pinon, qui est lacqueur. Donc,
dans ce process de dialogue, tu t'es positionné en tant que designer et Nicolas en tant qu'on va dire métier d'art, artisan. Et ce qui est intéressant dans le terme dialogue chez Bettencourt, c'est qu'il ne s'agit pas d'une conversation, c'est-à-dire vous n'avez pas conversé, mais c'est plutôt dans ce sens-là inspiré du dialogue socratique qui permet en fait un questionnement qui favorise la naissance d'idées. En fait, c'est un échange qui fait en sorte que la lumière, on va dire, évidente de ce qui va faire votre rencontre va pouvoir germer. C'est une forme de maïotique. Alors, est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé entre vous? Alors déjà, pour reprendre un petit peu, avant de faire quoi que ce soit avec Nicolas, on s'est vu de nombreuses fois juste pour discuter, pour échanger quand même sur son savoir-faire et les caractéristiques d'Alac. Mais avant toute chose, en fait, Nicolas, c'est une histoire qui est un peu ancienne parce que quand j'étais étudiant à l'école Boulle, il était déjà professeur pour le Greta en ébénisterie. Et donc, du coup, j'étais amené à le croiser régulièrement et on échangeait bien avant le prix Bettencourt. Et en fait, c'est Nicolas Rizzo, qui était le directeur adjoint de l'Institut national des métiers d'art à l'époque, qui, du coup, avait proposé à Nicolas, à la suite d'un échange, de tenter des concours pour pouvoir communiquer sur son métier et avoir une certaine visibilité. Ce que finalement, Steven Leprisé a très justement dit ce matin, c'est que en fait, quand on commence, c'est hyper important d'avoir une certaine visibilité, de pouvoir communiquer. Et c'est vrai que les concours, ça peut être un accélérateur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment du coup toucher des gens par l'intermédiaire des projets qu'on fait, s'ils sont primés ou pas, parce que c'est aussi des rencontres. Et voilà, ça permet de gagner des années et d'aller plus vite. Concernant du coup la collaboration avec Nicolas, ce qui est intéressant, c'est que il le dit aussi très justement, de par aussi la double identité un peu que j'ai aujourd'hui, à la fois entre métier d'art et design. La collaboration, elle a été vraiment intéressante dans les échanges qu'on a eus parce qu'il y avait aussi une sorte de compréhension aussi de ma part par rapport à son processus de fabrication, sa démarche. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait des connexions qui se faisaient assez facilement finalement. Et même moi, dans mon travail au quotidien, je fais beaucoup de collaborations plutôt dans le milieu de l'artisanat et il y a cette facilité d'échange parce que je pense que j'ai cette compréhension aussi du processus ou en tout cas du cheminement que l'artisan va pouvoir avoir. Parce que du coup, au regard de mon expérience et du savoir-faire que j'ai pu acquérir en ébénisterie, en marqueterie, bah, il y a des sortes d'automatismes qui sont présents. Donc avec Nicolas, ça a été énormément de discussions avant de dessiner quoi que ce soit. Et j'ai envie de te dire, le projet s'est presque construit mentalement avant de naître sur le papier et que ça s'esquisse. Parce que comme on en parlait hier, déjà je ne l'ai pas dit parce que je me suis présenté, mais aujourd'hui j'ai vraiment deux activités. Je fais à la fois du design produit, donc je vais vraiment concevoir des objets, ça peut être pour des entreprises, ça peut être pour une marque, ça peut être pour une institution. Et à côté de ça, j'ai aussi une activité de prototypage. Donc du coup, là, on va vraiment me demander de fabriquer un objet en particulier. Je travaille souvent avec des marques, plutôt des marques de luxe. Et l'idée, en fait, c'est qu'il va avoir un cahier des charges. Ils vont souvent me ramener du coup un croquis ou une 3D. À partir de là, il va falloir que j'arrive à concrétiser leur intention de manière physique, donc vraiment réelle, et fabriquer l'objet et souvent dans des délais courts. Donc voilà, c'est vraiment les deux activités que j'ai aujourd'hui. Donc l'un nourrit l'autre. Bon, ça, on y reviendra. Mais du coup, pour en revenir du coup à l'échange qu'on a eu avec Nicolas, ça a été à la fois très mental. Et à un moment donné, quand il a fallu du coup passer sur une étape de fabrication sur l'objet, eh bien, en fait, on a mis un peu la main à la pâte tous les deux. C'est-à-dire que c'était vraiment un objet à quatre mains. Et je pense que dans la présentation du prix et de la vidéo qui a été faite, on voit bien les échanges qu'on a pu avoir sur le fait qu'à un moment donné, moi aussi, via des outils, bien évidemment, et c'est pas moi qui les fabriqué tout seul, mais que j'ai du coup sorti aussi la structure, que je l'ai modélisé, qu'à un moment donné, il y avait quand même une partie de la fabrication qui me revenait. Et ensuite, avec Nicolas, il y a eu tout cet échange autour du stratification, de lac, du développement aussi d'une technique en lac thermochromique. Donc, ça s'est fait vraiment en plusieurs étapes. Mais ça a été un échange incessant entre discussion, du coup, maquette, dessin, mais ça s'est fait vraiment dans un second temps. Je ne sais pas si c'est très clair par rapport à ta question, ou si tu avais vraiment une idée en tête par rapport à…
l'idée, tu as très bien répondu, et l'idée qu'on va continuer de creuser, c'est qu'en fait, il y a souvent une scission entre le design et les métiers d'art, enfin parfois même des guerres ouvertes, Ouais. voilà, et qui sont, alors historiquement en France, marquées par une séparation, par exemple, qui commence à l'époque de la Renaissance, une séparation entre la conception de l'architecte, c'est-à-dire au Moyen Âge, il n'y a pas de séparation entre l'architecte et la fabrication, puisque l'architecte est sur le terrain et l'architecte médiéval est un constructeur formé sur le chantier. Donc, il dessine l'architecture tout en étant sur le chantier. Donc ça, c'est une formation de la conception et de la fabrication qui est in situ. Ça, c'est la construction des Mais même cathédrales. l'artisan, au final, parce que même l'artisan, parce qu'au final, artiste-artisan, c'était la même dénomination aussi, il me semble, au Moyen-Âge. Et après, effectivement, sous la Renaissance, bon, il y a une scission entre ceux qui pensent et ceux qui font. C'est ça. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet, mais peut-être que je vais te laisser finir ta question. Pardon. Et donc, dans ceux qui pensent et ceux qui font, ça, c'est la Renaissance. Et plus ça va aller, plus l'éloignement entre ceux qui pensent et ceux qui font vont mettre au milieu de cet éloignement des métiers très spécifiques qui vont faire qu'à un moment, ils ne se rejoignent pas, quoi. Par exemple, tu expliquais que quand tu es parti à Taïwan, cette scission, tu ne la sens pas aussi fortement qu'en France. Ah oui, non, c'est assez typique en France, hein, parce que dans plein d'autres pays où j'ai eu l'occasion d'aller, bah, notamment du coup à Taïwan, et pour avoir du coup travaillé avec un institut qui développe des projets avec des artisans, des designers, des artistes, en fait, souvent quand je rencontrais des gens, ils m'expliquaient qu'ils étaient artistes, qu'ils étaient artisans. Pour certains, ils étaient artisans et designers. Pour d'autres, ils étaient les trois. Donc en fait, en fonction des pays, on n'a pas du tout la même façon d'aborder en fait ces sujets. Et c'est vrai que du coup, bon, en France, il y a toujours ce problème un peu des étiquettes où à la fois c'est peut-être rassurant de se dire, bah, moi je suis designer, moi je suis ébéniste, moi je suis artisan. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fatigant là-dedans. Bon, je pense que les choses commencent quand même un peu à évoluer et plus on avance ou plus on sent qu'il y a une sorte de porosité entre ces milieux, entre ces domaines. Et je pense que moi, mon parcours, ça montre bien qu'il y a aussi une évolution peut-être à ce niveau-là, dans le sens où on est de plus en plus même de jeunes à vouloir aborder finalement les deux sujets. Parce qu'en fait, la fabrication et la conception, l'un ne va pas sans l'autre. Moi, je le vois à travers mon travail. En fonction des sujets, bien évidemment, je vais plutôt utiliser mon approche liée au métier d'art. Dans un autre projet, par exemple, où ça va être plutôt de la conception, bah là, je vais plutôt vraiment travailler avec une démarche de designer. Mais les deux ne se confrontent pas, en fait. C'est vraiment je sais pas comment dire ça, c'est un mariage heureux où, en fonction des projets, du coup, je laisse libre cours à ces compétences et du coup, bon, voilà, après, c'est une approche assez personnelle, mais je pense qu'en France, effectivement, il y a quand même toujours cette notion de scission entre ces domaines et ça tend quand même à s'estomper. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est normal. Ah oui. J'en profite, même si ce n'est pas la règle, Raphaël, il y a une question tout de suite d'Arnaud Magnien qui pose la question. Je trouve qu'elle concorde tout de suite avec ce qu'on vient de dire. N'est-ce pas, alors c'est Arnaud Magnien, n'est-ce pas la vision du design en France qui a sa spécificité? Dans beaucoup de pays, les designers apprennent à toucher la matière et à la comprendre. Totalement. Bah, après, c'est bien évidemment, et puis même dans plusieurs pays, je pense notamment, pardon, à certaines écoles, les cursus en fait intègrent, par exemple, cursus de design intègrent du coup des sessions d'atelier où du coup les élèves ont quand même cette approche de la matière où ils vont fabriquer aussi des choses, leurs propres objets. Donc du coup, voilà, je pense notamment à la aide. Je pense à l'école d'Eindhoven aussi, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller cet été et j'ai pu voir aussi un peu par moi-même. Je pense qu'en fait, c'est aussi vraiment une question de formation et comment c'est abordé en fonction peut-être des pays. Après, bon, moi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Hein. Je suis qu'un modeste designer qui fabrique aussi des objets. Donc, ça m'intéresse d'en discuter, mais je ne suis pas là pour débattre forcément de sujets. En fait,
parce que bon, je pense que ça me dépasse aussi un petit peu. Par contre, moi, dans ma pratique, j'essaye vraiment d'incarner ce qui me semble être juste aujourd'hui, c'est-à-dire bah, du coup une vraie approche complémentaire de ces métiers. Et je le vois bien parce que en fonction des sujets, en fonction des projets, j'utilise soit l'un, soit l'autre. Donc, en fait, pour moi, j'y vois pas une opposition. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même, comme tu l'as enfin, très justement dit, il y a une sorte de guerre entre ces deux domaines et je trouve ça vraiment dommage. Après, on peut pas nier que il y a quand même aussi un problème avec le design actuel et la façon dont est représenté l'artisanat. Moi, ce qui me choque le plus, c'est un peu l'espèce de contradiction politique actuelle entre, d'un côté, le fait que l'artisanat, c'est quelque chose d'incroyable, que du coup, on le met en lumière, mais qu'en même temps, derrière, il y a des mesures qui sont prises pour réduire les heures d'atelier, pour supprimer, par exemple, des Greta pour les adultes. Donc, bon, voilà, il y a des choses comme ça que je ne comprends pas bien et qui me dépassent, honnêtement. Après, ce que je peux juste faire, c'est, moi, dans ma petite vie d'humain, en tout cas, d'essayer d'incarner ce qui me semble être juste. Je pense que ça a de la valeur et voilà, enfin, c'est ce que j'en pense. Et en quoi ta posture actuelle de double casquette designer artisan est-elle en fait une marche pour l'avenir? Enfin, en quoi tu penses que pour l'avenir, cette double casquette est juste? Mais juste pour en revenir à ça, parce qu'on parle de double casquette, mais c'est, enfin, je sais pas comment dire ça, c'est pas vraiment un choix que j'ai fait, c'était plus une forme de nécessité. C'est que j'ai senti à un moment donné quelque chose qui me poussait voilà, à aborder enfin, ces deux domaines et que je trouvais complémentaires. Ensuite, pour répondre à ta question, wow. C'est ce que je peux juste dire, c'est que le monde de demain, pour moi, ça sera un monde sans rentrer dans l'utopie, mais où si on n'est pas dans une forme de solidarité ou sur une forme d'ouverture aux autres, et ben, je pense que ça va coincer très très rapidement et ça commence déjà à coincer. Moi, le simple fait de pouvoir incarner un peu ces deux domaines un peu modestement, c'est de me dire que du coup, il n'y a pas enfin, il y a pas d'opposition, quoi. Donc, enfin, je sais pas, c'est vraiment une question après d'ouverture, c'est une question d'arrêter de combattre peut-être des préjugés. Parce que finalement, moi, je vais être honnête avec toi, pour avoir étudié du coup aussi dans la section design en métier d'art à Boule, je pense que dans les sections design, ils comprennent pas ce qu'on fait dans les ateliers très clairement et qui sont voilà, un petit peu désemparés aussi par rapport bah, voilà, nos savoir-faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soit respecté, que ce ne soit pas entendu, mais je pense vraiment qu'en fait, il y a une forme d'incompréhension. Et on peut dire la même chose des artisans. Moi, je connais des artisans, des amis, hein, mais quand je discute avec eux, c'est oui, les designers, ceci, cela. Bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des préjugés dans les deux domaines. Et bon, ben, ça, il faut que ça change, quoi. Clairement, il faut que ça change. Et je pense que les formations ont un rôle à jouer. Et c'est pour ça, moi, le DNMA, ce qui me fait un peu mal au cœur, effectivement, pour y revenir, c'est le manque d'heures. C'est potentiellement, bah, du coup, supprimer des heures d'atelier pour des étudiants qui sont censés se former, du coup, aussi en métier d'art. Et en même temps, on peut pas nier le fait que d'associer design et métier d'art dans une formation, c'est une bonne chose. Après, c'est toujours pareil. C'est qui les grands perdants dans cette histoire? Ça reste les étudiants. Parce que bon, s'ils se retrouvent avec 6 heures d'atelier, ou peut-être un peu plus, il me semble, c'est quand même très peu. Tu l'as dit, moi j'ai eu 20 heures d'atelier à peu près quand j'étais étudiant en CAP. Et même avec ce nombre d'heures par semaine qui était assez énorme, au bout de 3-4 ans, je me rendais bien compte que même s'il y avait la volonté de bien faire, j'avais pas suffisamment d'expérience, ça ne me suffisait pas pour arriver à être vraiment totalement autonome. Donc, j'ose même pas imaginer avec un nombre d'heures encore plus limité, bah, comment des étudiants peuvent arriver du coup à maîtriser un savoir-faire, voilà, déjà en étant étudiant. Donc, Alors, je vais prendre la question d'une autre façon. En fait, en écoutant aujourd'hui les différentes interventions, Prune Nourri disait, dans son parcours, elle a passé un bac général, je ne sais plus lequel, et puis elle a décidé de rentrer à l'école Boulle pour faire de la sculpture, pour apprendre la technique, et pas les beaux-arts, parce que les beaux-arts, c'était 5 ans, l'école Boulle,
elle ne prenait en fait que 3 ans. Elle allait vraiment apprendre un geste technique. Et alors, c'est intéressant ce qu'elle disait, parce qu'elle disait, moi, j'ai choisi Boule, 1, parce que c'était technique, 2, parce qu'il n'y avait que 3 ans, et comme ça, j'allais pas m'endormir sur les 5 ans des beaux-arts, entre guillemets, et très vite, j'allais pouvoir sortir pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Donc là, on est sur quelqu'un qui a, on va dire, une formation classique en première partie, qui fait à fond du technique après pendant 3 ans et après qui passe faire sa vie. Toi, dans ton parcours, sortie de 3e, tu es à fond sur du technique et puis après, tu vas t'ouvrir vers, on va dire, de la réflexion. Tu prends du recul, qui est une formation design, parce que le design, c'est l'art de prendre du recul pour étudier les sociétés. Hein. Et je dirais, moi qui ai beaucoup étudié Maria Montessori dans la pédagogie, au fond, tu as pris le parcours qui convenait à ce qui te correspondait dans ta formation interne. Moi, je me souviens avoir dit la même chose à mes parents en sortant de 3e, en disant il n'est pas question que je passe le bac. Le bac, tout ce qui se passe dans le bac est écrit dans un bouquin, je suis capable de l'ouvrir. Par contre, dans un atelier, il faut y être. Donc, et j'ai récupéré mes bouquins en allant à Normal Sup. Donc, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que face à l'évolution du monde d'aujourd'hui et sa complexité, il faudrait pouvoir proposer des formations fortes et intensives avec des entrées différentes à différents niveaux. Qu'en penses-tu, vu ton parcours? Ce que je peux dire, c'est qu'à la suite du DMA, je sentais aussi qu'il y avait des questions que je me posais, donc je n'avais pas forcément eu les réponses en étant étudiant en métier d'art. Et du coup, cette transition, elle s'est fait, comme je le dis, elle s'est fait assez naturellement. Ça a été une nécessité pour moi aussi de continuer et d'aller un peu toucher du bout des doigts la démarche d'art appliqué finalement. Mais ce que je peux juste dire, c'est que en venant des métiers d'art, ça a été aussi une réelle force et en même temps un réel défi. Parce que la difficulté que j'ai eue aussi en passant de métier d'art à design, ça a été aussi à un moment donné de prendre du recul, comme tu disais, par rapport à ce savoir-faire. Parce qu'en fait, la technique a quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a la capacité du coup d'imaginer un objet, d'imaginer un concept et de le réaliser. On a ce savoir-faire. Et en fait, la technique peut aussi devenir une sorte de piège ou, comment dire ça, peut vite devenir quelque chose où ça nous enferme, ça nous emprisonne dans une façon de fonctionner. Et c'est vrai que du coup, pour moi, les études que j'ai fait en DSA, ça m'a demandé vraiment de lâcher d'une certaine façon un mode de fonctionnement que j'avais pour apprendre et intégrer quelque chose de différent, mais qui venait du coup servir cette démarche. Que répondre finalement à ta question, moi, je me rends pas compte en fait de ce que ça signifie vraiment du coup le diplôme du DNMAT parce que moi, comme tu le sais, j'ai passé le DMA et je peux pas, j'ai pas de retour par rapport à ça. Ce que je peux juste dire, c'est que voilà, qu'il y ait du design, en tout cas une approche de design dans ces formations, ces nouvelles formations, je trouve ça très bien. Ensuite, qu'il y ait des heures qui sautent en atelier, bah, au vu du profil de l'école Boulle et de la particularité et des spécialités qu'elle enseigne, c'est un problème. Ouais, je sais pas si ça répond exactement à ta question. Si, voilà. Et aussi, une question qui peut intéresser les étudiants certainement, c'est que comment tu as fait pour t'orienter? T'écoutais quoi en toi pour décider d'aller à l'incubateur, tu vois? C'était quoi qui te guidait dans tes choix? Bon, moi, ce qui me guidait, c'était en fait, c'était vraiment à certains moments la conscience que je ne savais pas, en fait. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'il y avait des lacunes à certains moments et que j'avais envie de combler ces lacunes. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je me suis aussi orienté dans les arts appliqués. C'est que j'ai senti que la démarche de projet, ça m'intéressait. J'avais un vrai feeling avec ça, mais que je n'avais pas toutes les clés en main pour vraiment comprendre ce que ça signifiait et je ne l'avais pas vraiment intégré. Donc, ça s'est vraiment fait au feeling. Ensuite, à la sortie de l'école Boulle, je savais aussi que je ne voulais pas travailler dans une entreprise
parce que honnêtement, je pense que je n'ai pas le profil pour ça. Je pense que j'aurais été assez mauvais dans le sens où j'ai un tempérament assez indépendant et que j'ai un problème avec l'autorité. Bon, ça, c'est un fait. Mais j'ai toujours eu cette volonté de faire les choses par moi-même. Donc, du coup, bah, voilà, c'est pour ça que je me suis orienté vers l'incubateur des ateliers de Paris, où j'ai été accompagné du coup durant 2 ans, de 2015 à 2017. Donc, ça veut dire avoir un petit espace où bah, voilà, commencer mon activité à Feder-Chaligny, avoir accès aussi à un large panel de professionnels et d'experts voilà, pour pouvoir m'aider en fonction des sujets et des problèmes rencontrés. Mais après, voilà, c'est vraiment une question de ressenti. C'est-à-dire que c'était comme une petite voix intérieure qui me disait, OK, il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles dans telle direction, il faut que tu ailles contacter telle personne. Et le seul conseil que je peux donner aux étudiants, encore une fois, c'est de vraiment s'écouter. Parce que c'est vrai que si j'avais écouté un peu autour de moi, peut-être que je ne me serais pas lancé. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour te dire, oui, mais tu te rends compte, tu n'as pas d'expérience, ça va être difficile, mais comment tu vas gagner ta vie? Et je pense qu'à un moment donné, quand on est suffisamment responsable bah, de soi-même, et finalement, l'expérience est une chose, mais la volonté de bien faire et la responsabilité, des fois, sont plus fortes que ça. Donc, on apprend aussi sur le tas. Enfin, moi, je ne me cache pas du tout pour dire ça et je l'assume. Effectivement, si j'étais passé par une entreprise, peut-être que j'aurais appris beaucoup plus vite certaines choses. En l'occurrence, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon chemin et je ne regrette pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que j'ai appris autrement, mais voilà, en écoutant mon ressenti et en allant vers ce qui me donnait envie. En tout cas, là où il y avait de l'émotion, on va dire. C'est-à-dire, quand tu dis là où il y a l'émotion, Alors, juste, pardon, je réponds juste à la question parce que je viens de la voir. Ce n'est pas l'incubateur d'UVIA, c'est l'incubateur des ateliers de Paris. Bah, vous pouvez aller sur le site où ça sera peut-être partagé ensuite. Et c'est vraiment l'incubateur qui accompagne 3 secteurs, qui est à la fois le design, mode, métier d'art. Et généralement, on est accompagné sur 2 ans, donc pour lancer sa structure ou pour être accompagné dans la création, en tout cas, de sa structure. Alors, j'essaye de prendre les questions. Quelle est la part de la transmission dans le design? Question. Bonne question. Et c'est marrant parce que ce qu'il y a de bien avec si vous voulez, les métiers d'art, c'est que on parle de gestes, on parle de technique, on parle de mains. C'est des savoir-faire qui sont tacites, en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, c'est quelque chose qu'on démontre à l'établi. Et c'est vraiment en répétant le geste qu'on va intégrer bah, du coup, le mouvement et la façon de faire. Je suppose qu'il y a des artisans qui nous suivent dans le Zoom. J'ai beau expliquer, si j'explique à quelqu'un comment on tient un ciseau à bois avec un maillet et que je lui explique comment taper dessus, il va comprendre en théorie comment ça se pratique, mais il va pas intégrer, il va pas savoir comment son corps il va se positionner, quelle force il va exercer. C'est que de l'expérience. Donc, effectivement, la transmission, en tout cas dans les métiers d'art, c'est obligatoirement à l'établi et en présence de quelqu'un qui démontre ou qui nous montre comment faire. Dans le design, on est plutôt du coup à l'inverse sur un savoir-faire qui est explicite, qui se démontre par la parole, par les mots, en montrant des choses, en expliquant. Donc effectivement, c'est encore un autre sujet. Pour moi, ce que je peux en dire, c'est que je prends de temps en temps des stagiaires et ce que j'essaye de faire, c'est plutôt de leur montrer comment moi je gère un projet. C'est-à-dire à la fois dans sa dimension créative, dans sa dimension budgétaire, économique, comment du coup je gère de A à Z, bah, on va dire l'accompagnement avec le client, l'esquisse du projet et pourquoi pas des fois la réalisation du prototype. Mais finalement, je pense que c'est les mêmes questions, c'est juste pas les mêmes façons de transmettre. Mais finalement, c'est toujours des questions d'échange et de discussion et de montrer en fait. Justement, par rapport à cette question de transmission dans le design, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y a souvent une mauvaise compréhension de la définition du design consiste à dire que le design est uniquement décorationniste. C'est-à-dire que le design, c'est un beau dessin. Ouais. Et donc, peut-être que tu peux expliquer en quoi le design n'est pas que ça.
Ouais, en tout cas, je me garderais bien de donner une définition du design, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé déjà d'écrire à ce sujet et j'aimerais pas réduire ce domaine à une définition en particulier. Par contre, ce que je peux juste dire, moi, par rapport à ma pratique, je ramène toujours ça à moi parce que d'une certaine façon, je peux parler que de mon expérience. Le design, pour moi, dans ma pratique, c'est vraiment un outil, en fait. C'est un moyen d'arriver à finalement conceptualiser un projet, conceptualiser aussi des idées parce que des idées, ça reste finalement des mots, ça va rester des phrases, mais à un moment donné, c'est quoi le concept de ce qu'on est en train de se dire et je pense que j'envisage vraiment le design comme ça, c'est-à-dire une sorte de boîte à outils que j'utilise en fonction des projets et du coup, ça va me permettre du coup d'aborder n'importe quel domaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette notion d'ouverture. Un jour, je vais travailler sur du mobilier, l'autre jour, je vais travailler par exemple avec un médecin. Là, actuellement, je travaille par exemple pour les Jeux Olympiques de 2024 avec un artiste et un athlète. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un outil d'ouverture. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je le redis et je le redirai. Je n'oppose absolument pas ces deux pratiques parce que je vois à quel point c'est complémentaire dans mon quotidien. Ok, je continue sur les questions. Question de Fabrice. Dans le DNMAD, il y a moins de co-animation métiers d'art, arts appliqués. Qu'en penses-tu, Dimitri? Moi, enfin, j'en pense que c'est pas forcément une bonne chose parce que effectivement, encore une fois, moi j'ai fait 8 ans à l'école Boulle, donc j'ai vu quand même, j'en ai vu des choses à Boulle. Et je pense il y a des professeurs qui ont un fabuleux savoir-faire, ça j'en doute absolument pas. Mais je pense qu'encore une fois, s'il y a des profs d'art appliqué, des profs de design, c'est bien qu'il y a une raison aussi, c'est que c'est des métiers à part entière. Et la co-animation entre ces domaines, elle est ultra importante parce que c'est à ce moment-là précis qu'en fait les étudiants ils vont voir qu'il y a une forme de connexion, en tout cas possible, que du coup il va y avoir un échange et peut-être que ça pourra les inspirer. Mais je pense que dans la richesse d'un projet, surtout en étant à l'école, il faut qu'ils puissent percevoir cette notion d'ouverture, cette connexion, quoi, ouais. Donc, moi, j'en pense que au contraire, il devrait y avoir plus de co-animation dans le DNMAT parce qu'en plus, c'est métier d'art et design. Donc, du coup, je suis un peu perplexe. C'est pas le cas. En soi, je le dis parce que je ne sais pas exactement de quoi il en retourne. Moi, je n'ai pas passé de DNMAT. Mais à mon sens, il devrait y avoir beaucoup plus de co-animation que dans le DMA. Bah, d'autant plus, moi je réponds côté enseignement, c'est-à-dire que comme tu disais en DSA, ils méconnaissent ce qui se passe en métier d'art et inversement, un métier d'art méconnaît ce qui se passe en design. En fait, ouais. Par exemple, moi venant des métiers d'art, j'ai bossé sur les plateaux DSA avec les archis en particulier. Bah, ça m'a, eux comme moi, ça nous a permis de comprendre chacun nos pratiques, nos métiers et pour eux, savoir ce qu'est la bijouterie et l'orfèvrerie, etc. Et moi, comment ils pensent le projet côté archi intérieur. Voilà, donc, et en fait, sur, je dirais, le manque de communication qu'il y a entre ces deux pôles-là, je relisais un texte qui date de 1855, qui est le rapport des délégations ouvrières, qui essayait de montrer quelle était la spécificité des métiers d'artisans d'art au XIXe siècle. Et en fait, ils vont expliquer, par exemple, les métiers du bronze, ils vont expliquer toutes les catégories, enfin comment ces ouvriers vivent, quelles sont l'organisation du travail, etc. Mais on ne va jamais parler du cœur de métier. Pourquoi? Parce qu'il y a le secret professionnel. Ouais. Donc, le secret professionnel sur les métiers d'art, en fait, il date depuis longtemps. Donc, en fait, on ne sait rien des métiers parce qu'on ne va pas diffuser son carnet d'adresses, on ne va pas diffuser ses secrets d'atelier. Et donc, tout ça fait qu'au final, même parfois quand on tape sur Internet, quand je donne un projet à mes élèves, admettons Art Nouveau, ils tapent Art Nouveau, ils vont tomber sur la dernière lampe débile de chez Brico truc, là, de mode lampe déco. Et donc, en fait, ça reste, il n'y a pas de bouquin dans l'enseignement des métiers d'art, il n'y a pas une définition claire sur ce que sont les métiers d'art dans le dictionnaire.
Ouais, mais c'est comme je te le disais, en fait. Encore une fois, on parle d'un savoir, c'est des savoir-faire qui sont tacites, c'est-à-dire qu'il faut arriver à démontrer par le geste. Et tu sais, tu parlais du coup de cette un peu opacité des métiers d'art en fonction des savoir-faire. Mais effectivement, tu dis 1855, mais il faudra quand même attendre la Révolution française pour que les corporations de métiers soient abolies. Avant ça, chacun travaillait dans son domaine et touchait pas du tout à celui de l'autre. Il me semble qu'il y avait que certains artisans qui travaillaient pour le roi qui étaient en mesure de pouvoir travailler d'un atelier à l'autre, et encore, c'était pas très bien vu. Donc, je pense quand même que, bon, heureusement que les choses ont changé, mais le sujet de la représentation des métiers d'art, c'est pas quelque chose de nouveau. Diderot et d'Alembert, dans leur encyclopédie, ils l'expliquent très bien, la difficulté qu'ils ont eue à un moment donné, mettre sur papier du coup des techniques, des outils, des savoir-faire. C'est un sujet, mais encore une fois, parce que c'est pas. En fait, il y a une différence entre, je sais pas comment dire ça, comprendre quelque chose et l'intégrer. C'est-à-dire, on peut comprendre une information, mais l'intégrer, ça nécessite à un moment donné de peut-être le passer par les mains. Et l'atelier, c'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a une différence entre savoir et vraiment intégrer l'information à travers le corps. Et ça, l'atelier, pour ça, c'est pour ça que je dis souvent que, et je le dis, hein, en métier d'art, je trouve qu'il y a une vraie humilité dans les ateliers. Et quand j'étais à Boulle en design, et c'est pas du tout pour critiquer mes collègues, mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu plus d'arrogance, parce qu'il y a cette peut-être illusion de croire qu'on est en mesure de gérer un projet de A à Z, sous couvert qu'on a fait une belle 3D, qu'on a dessiné quelque chose. Je trouve qu'en fait, l'expérience que j'ai eue, moi, en métier d'art, c'était que l'établi en fait ne ment pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est derrière la matière, derrière l'établi. Si on ne sait pas faire et qu'on fait le mariole, entre guillemets, la matière elle nous rappelle à l'ordre. Donc assez vite, on prend mesure de notre incompétence. Et donc voilà, ça nous motive aussi à s'améliorer et aller toujours plus loin. Mais voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui, dans le design, est très différent parce que on peut très vite avoir aussi cette illusion de croire qu'on est en mesure que l'on sait en fait. Et je trouve que ça, c'est dangereux en fait. Alors, en fait, dans un souci de réunir le design et métier d'art, il y a un art enfin, une autre branche que j'aimerais remettre aussi là, c'est en fait la dimension artistique. Tout à l'heure, on écoutait Prune Nourri, on voit à quel point sa vision artiste-artisan, sculpteur est une vision sociétale. Quand elle fait des projets en Chine d'installation de sculpture, c'est presque une vision de designer. Et dans le livre de Stéphane Vial, court traité sur le design, que j'incite tout le monde à lire pour la définition du design, enfin une des définitions du design, en fait, à un moment, je ne suis pas d'accord avec lui dans un des chapitres, parce qu'il dit l'artiste a une vision égocentrique, contrairement au designer, qui a une vision élargie de la société, qui va penser global. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que quand on lit le Kandinsky du spirituel dans l'art, qui dit que l'artiste est un visionnaire qui va capter de manière intuitive ce que l'humanité a besoin pour pouvoir évoluer, c'est-à-dire c'est le pain spirituel dont l'humanité a besoin pour pouvoir avancer. C'est pas du tout une vision égocentrique, c'est une vision humanitaire, planétaire, globale, etc., pour son époque, pour une civilisation. Donc, on entend bien dans la vision de Prune Nourri que tous ces grands corps que sont les métiers d'art, le design et l'art ne font qu'un. Ah, j'entends rien. T'entends rien? T'entends plus? Voilà, là, attends. Ouais, ça va? Attends. Que métier d'art, design, art, c'est une grande famille. Oui, et dans ce sens-là, ma question est la suivante, c'est-à-dire que nous sommes à une époque de crise, au sens large, hein, c'est-à-dire on parle de l'époque anthropocène, où on va devoir se taper la crise du climat, la crise du coronavirus, on va voir la suite au niveau économique, des migrations climatiques, donc on est dans un immense changement, et beaucoup de penseurs, après avoir écrit sur la collapsologie, etc., ont beaucoup d'espoir chez les artistes en disant les artistes sont des visionnaires qui seraient capables
de nous montrer les formes nouvelles de vie sociale, de vivre ensemble, voilà, de demain. Et moi, je pense qu'au lieu de se taper sur le bourrichon de savoir qui est designer, qui est métier d'art, qui est artiste, on ferait mieux de se soucier des vraies crises, qui sont les crises qui nous attendent demain. Et les nouvelles générations, vous aurez du boulot, du pain sur la planche sur la question. Voilà. Bah écoute, moi, après, je rejoins ce que tu dis, hein, mais je pense que les nouvelles générations et notamment peut-être même les élèves que tu as en cours, ils en ont de plus en plus conscience. C'est-à-dire que on a juste à regarder un peu les sujets de diplôme et les projets que les élèves ont, je pense, d'année en année. Il y a toujours quand même un sujet qui est récurrent, qui est l'écologie, qui est comment finalement faire un projet en essayant aussi de respecter l'environnement. Je pense que c'est des sujets qui sont actuels et de toute façon, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, en fait, c'est dans notre intérêt aussi à un moment donné de garder ça à l'esprit, en fait. Mais je te rejoins sur ces. Moi, je suis plus là-dedans, en fait, tu vois, d'opposer les domaines, à chaque fois de dire oui, mais le design, c'est ci, le métier d'art, c'est ça, mais alors l'artiste. En fait, c'est pas que c'est une perte de temps, mais je préfère me concentrer sur quelque chose de plus constructif et c'est à travers les projets que je le fais, en fait. Mais ça n'empêche pas de débattre et à un moment donné aussi de poser la question du pourquoi. Après, encore une fois, je le redis, mais je suis qu'un modeste designer, modeste artisan, qui essaye aussi à un moment donné de faire des projets du mieux que je puisse. La majorité de ce que je fais, c'est des collaborations parce que je crois en cette notion d'ouverture et de partage. Et je ne peux pas mieux dire. Et j'essaye à chaque fois de respecter le savoir-faire que j'aborde. J'essaye vraiment de trouver un moyen pour à la fois innover et conserver le savoir-faire. Enfin, tu vois, c'est ça qui est important en tout cas pour moi. C'est-à-dire de dire à mon échelle, qu'est-ce que je peux aussi faire et comment je l'incarne. Okay. Je prends une question du groupe. Du coup, si un artisan d'art veut être designer, il doit, donc c'est une question de Raphaël, à tout le monde. Si un artisan d'art veut être designer, il doit toujours faire un double cursus comme Dimitri, c'est-à-dire d'abord à fond métier d'art et après design, ou le DNMAD lui permet-il de revendiquer ce titre? Bonne question. Bonne question, mais là, en fait, il faudrait aussi voir avec du recul les étudiants qui sortent de ces formations. Je pense que c'est encore un peu tôt pour le savoir. Après, le problème, c'est le nombre d'heures d'atelier. Je suis désolé, mais effectivement, si le DNMAD, c'est 6 heures d'atelier, j'ai envie de dire, ça va être compliqué, quoi. Mais là, ça, je veux dire, je suis pas le seul à le dire. Je pense que tous les professeurs sont d'accord avec moi que ça a été quand même un sujet récurrent là, ces dernières semaines et à juste titre. Mais effectivement, après, il faudra voir en fait les profils d'étudiants qui sont sortis après quelques années du DNMAT pour voir eux comment est-ce qu'ils vivent leur réalité professionnelle et comment finalement les outils qu'ils auront peut-être développés durant le DNMAT leur servira dans leur projet. Je pense qu'en fait, il y a un recul à avoir et ça sera qu'avec le temps en fait qu'on verra. Après, voilà, c'est les heures d'atelier, le nerf de la guerre aussi, si on veut aussi former des gens qui ont un savoir-faire d'artisan, quoi. Après, si on prend l'autonomie de l'étudiant, si on prend ton cas, quand tu as eu besoin de bouffer des heures d'atelier, tu as fait CAP, BMA, DMA. Ouais. Quand tu as eu besoin de t'intéresser au design, il y avait une porte qui s'appelait DSA, tu es rentré et tu été voir ce qui se passait dedans. Oui, mais je pense que j'étais pas prêt aussi, c'est-à-dire que effectivement, moi j'ai intégré le CAP, le BMA, ça a été des années incroyables, d'une richesse incroyable. Mais comment dire ça, je l'ai pas fait par défaut parce que je savais que je voulais rentrer à l'école Boulle, mais ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, c'est un chemin, tu vois, qui s'est construit de se dire bon, ok, j'apprends l'ébénisterie, j'apprends la marqueterie, ensuite je découvre d'autres domaines et je me dis ah, il faut que j'y aille, il faut que je puisse me nourrir de ça. Et en fait, tu sais, c'est au fur et à mesure parce que en même temps que tu étudies, bah, ta maturité elle change et tes envies elles changent aussi. Et je pense qu'aussi, il y a quelque chose de l'ordre du processus et qui est beau et cette notion du temps. Moi, j'ai fait 8 ans à l'école Boulle et souvent on me dit ah, mais c'est énorme, ça t'a pas saoulé à la fin. Et en fait, non, je me sentais chez moi. Mais pour ça, il a fallu aussi du temps et surtout aussi pour définir où est-ce que j'avais envie d'aller. Et je pense que c'est ça la difficulté aussi pour les jeunes, c'est au regard de ce qui se passe actuellement, bon, qui n'est pas non plus des plus
des plus positifs, on va dire, c'est où est-ce qu'ils ont envie d'aller eux. Quelle est la petite voix à l'intérieur qui leur dit, est-ce qu'ils arrivent à s'écouter, est-ce qu'ils arrivent à être conscients de leurs envies? C'est ça, en fait, la vraie difficulté, je trouve. Et c'est la même chose pour une démarche de création. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, je pensais que j'étais pas fait pour les arts appliqués, je pensais que j'étais pas bon créativement parce que j'utilisais des techniques qui n'étaient pas les miennes. J'ai eu des super professeurs, notamment Éric Dubois en art appliqué, que je salue aujourd'hui. Mais avant ça, j'avais des profs qui me disaient, bon, bah voilà, c'est ça le sujet aujourd'hui, vous dessinez, vous nous faites des propositions et dans 3 semaines, vous nous rendez un sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour, par exemple, réfléchir par le dessin, il y a des gens qui sont faits pour réfléchir par les mots, par des références. Il y en a d'autres qui vont être plutôt faits pour réfléchir mentalement. Moi, je t'avoue que, je te le disais hier, je dessine assez peu dans mes projets, en fait. Par exemple, quand quelqu'un vient et me demande quelque chose et que je travaille en collab, je vais déjà me faire une idée assez précise mentalement du projet. Et si cette idée germe et qu'elle devient suffisamment forte, après, je la retranscris sur le papier sous forme de croquis, de maquette, tout ça. Mais je pense qu'en fait, tout ça pour revenir à l'école Boulle, c'est que quand j'étais étudiant, j'avais cette croyance que j'étais pas fait pour ça parce que j'utilisais une technique qui n'était pas adaptée à moi. Et je pense qu'en fait, la plus grosse difficulté pour les étudiants aujourd'hui, c'est d'arriver le plus vite possible à se comprendre eux-mêmes, savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, quels sont les outils qu'ils peuvent mettre en place pour le faire. Et ça, c'est le rôle des professeurs. Voilà, moi, Oui, ce qui demande de la souplesse dans l'enseignement, c'est-à-dire que, bien sûr, bien sûr. Au lieu de penser que dans la création, la créativité, il y a qu'un process possible, une méthodologie possible, ça n'existe pas. Il y a autant de process que de gens créatifs que de... C'est ça. C'est ça. Ça veut dire C'est que, pas... en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que le prof doit accepter, en tout cas d'art appliqué, je parle pour ma chapelle, de se mettre en danger, de proposer un projet dans lequel il n'y a pas qu'un chemin possible. Totalement, ouais. Le prof doit s'adapter aux différents chemins qu'est l'étudiant par lui-même. Ouais. Enfin, mais c'est pour ça que moi, je sais que dans mon enseignement, j'écoute beaucoup, j'adore entendre parler pour entendre, quand j'entends parler, qui est l'étudiant et quelle est la voie la meilleure pour lui pour exprimer. Mais je te rejoins totalement, et ça, tu vois, c'est marrant parce que je me rends compte qu'aujourd'hui aussi, après être sorti depuis plusieurs années de l'école, je me rends compte à quel point à certains moments ça a été violent, à certains moments, sans citer des profs en particulier, mais peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte à quel point finalement la méthodologie n'était pas bonne. Et il m'a fallu du temps aussi pour le comprendre. Et comme je te le dis, j'ai eu la chance de rencontrer des bons professeurs aussi, tels que Éric Dubois, qui m'a aussi ouvert les yeux, qui m'a laissé aussi du temps pour avoir cette respiration, comprendre aussi comment je fonctionnais. Et en fait, me dire, ah, en fait, je suis peut-être pas bon pour fonctionner comme ça, mais par contre, là, ça fonctionne vraiment mieux. La façon dont j'aborde le projet, ça roule bien, je comprends, donc je vais m'orienter dans cette direction. Après, le truc aussi, c'est que, et je rejoins Steven Le Prisé là-dessus, ça m'a bien parlé ce matin, c'est cette notion de risque aussi. C'est-à-dire que si le professeur doit prendre des risques pour un peu bousculer ses élèves et leur donner aussi l'occasion d'aller toucher en profondeur ce qui fait leur créativité ou en tout cas leur future démarche de créateur, l'élève aussi doit prendre des risques. Et c'est hyper important. Enfin, moi, je vois aussi aujourd'hui dans mon travail, je suis dans un doute, mais permanent. Et par exemple, le prix Bettencourt, on parle du prix, c'est génial, mais ça renforce encore plus mes doutes et les doutes que j'avais avant. Parce que forcément, bon, bah, je me dis, voilà, c'est quand même un sacré prix. Derrière, ça veut dire que bah, les projets que je vais faire, bah, il va pas falloir que je me plante non plus. Et là, par exemple, on travaille sur des sujets qui sont très différents. Je travaille, comme je te le disais, pour les Jeux Olympiques. Là, je travaille avec un médecin. Je travaille sur des sujets qui sont pas mes compétences. Et donc, souvent, je me dis, mais en fait, je sors de mon champ de savoir-faire, de compétences, et je prends des risques. Et la zone de confort, sortir de sa zone de confort, c'est le meilleur moyen, je pense aussi, pour progresser et surtout se remettre en question. Et c'est pour ça, on en parlait aussi hier, c'est les certitudes, ça tue, quoi. C'est-à-dire que même dans une démarche de création, surtout les étudiants qui nous regardent, si par exemple vous pensez avoir trouvé une méthode pour réaliser vos projets qui est parfaite et que ça fonctionne du feu de Dieu, changez-la.
parce que, non, mais c'est vrai, je le dis parce que moi, j'essaye vraiment des fois d'inverser les choses pour sortir en fait de cette zone un peu de confort. Sinon, on reste dans quelque chose qu'on sait faire. Et voilà, enfin, ça permet aussi de se découvrir et de mieux se comprendre. Voilà, je ne sais pas si tu veux rebondir dessus, Caroline, parce que je pense que c'est quand même un vaste sujet. Et En fait, moi, je me rends compte dans ma pratique d'enseignant, à chaque fois que j'entendais un collègue qui parlait de méthode de création, ouais, je me disais, ouais, déjà. c'est vachement fou, il a fait pour trouver. Oui, je Parce que comprends. moi, Ouais, alors, pendant longtemps, j'étais très admirative des gens qui semblaient avoir une méthode. Et donc, je me disais, oh, j'adorerais aller dans ces cours parce que moi, j'en ai pas trouvé. En tout ouais, cas, ouais, je comprends. pour enseigner, parce qu'à chaque fois, je sais très bien, je n'ai aucun, pour les projets d'art appliqué, j'ai comme en satellite plusieurs projets qui vont pouvoir faire projet, qui vont pouvoir faire sens, mais rien n'est posé dans un tableau Ouais, Excel sur le temps, parce que le projet qui va sortir, c'est le projet qui sera bon par rapport à l'époque et par rapport à ce qui se passe, par rapport à mes ouais. élèves, par rapport à où ils en sont. Donc, je suis en danger en permanence et à chaque fois, je m'en veux en me disant, mais ma pauvre fille, quand est-ce que tu auras un planning et que tu le tiendras? Mais jamais je tiens un planning. Ouais. Jamais, jamais, parce que... parce Mais que tu sais, si. Vas-y, je te laisse non, terminer, non, excuse-moi. non, mais parce que là j'avais un projet innovation sociale en métier d'art. On travaille pour les SDF, l'abbé Pierre, la question de comment art de l'habitat peut se poser des questions pour le sans-abrisme. J'avais fait Ouais, un super planning. Dès le premier cours, j'ai fait péter le planning. ouais. Et j'ai tout changé. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et donc, j'appelle ma collègue en disant, excuse-moi, encore une fois, j'ai fait péter le planning. Il y avait un truc mieux qui convenait. Et on a décidé qu'on ferait autre chose. Mais tu sais, c'est à l'image aussi même pros. Je vois bien que des fois, j'imagine des projets et en fait, ça m'arrive des fois de complètement lâcher ce que j'avais imaginé parce que mon intuition me disait non, en fait, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, de repartir sur quelque chose de totalement différent. Et effectivement, enfin, si je veux dire, c'est un peu emmerdant, les méthodes toutes prêtes et en plus, ça fonctionne pas. Moi, je pense vraiment que la créativité aussi, c'est une histoire d'émotion. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça aussi que je fonctionne énormément par échange de dialogue, de discussion avec les gens avec qui je travaille. C'est que j'ai besoin de les sentir, j'ai besoin à un moment donné de comprendre aussi qui ils sont et ce qui font ce qui fait leurs compétences et leur savoir-faire. Et à partir de là, il y a vraiment des idées, il y a des choses qui émergent. Donc voilà. Je chope une question qui vient de te Ouais, venir. As-tu des rêves pour le futur? voilà. Des rêves pour le futur, waouh. Bah, des rêves. Non, en fait, les rêves que j'ai, j'essaye de enfin, sans vouloir être arrogant, j'essaie de les incarner. Disons que quand quelque chose m'inspire, quelque chose me donne envie, j'y vais, quoi. Et en fait, à chaque fois, des fois, on rencontre des murs, des gens qui nous disent oui, c'est pas possible, ça va être difficile, ceci, cela. Et en fait, faut pas les écouter, quoi. Enfin, clairement, moi, si j'avais dû écouter, et que ce soit des proches ou des amis, hein, si j'avais dû écouter des fois la moitié des conseils qu'on m'avait donnés, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas lancé ma structure, j'aurais pas forcément tenté le prix Bettencourt, je serais pas parti à l'étranger. Je pense qu'en fait, les rêves, il faut les incarner maintenant. C'est-à-dire, j'ai des amis, par exemple, qui se sont lancés, qui ont pris un atelier et qui sont plutôt intéressés par la création, mais qui font que de l'agencement. Et, allô? C'est quoi ce bruit? Et quand j'en parle avec eux, ils me disent non, mais nous, notre objectif, en fait, c'est de faire de l'agencement, de rentrer des sous, d'économiser, et puis d'ici 5-10 ans, on va faire de la création. Et en fait, moi, le pari que j'ai fait, c'est de dire non, moi, je ne ferai pas ça. Moi, ce que je veux faire, c'est faire tout de suite ce que j'ai envie. Et après, effectivement, ça peut sembler être peut-être hyper arrogant et prétentieux, mais en fait, quand on a envie et quand on met la bonne énergie, quand on est respectueux et responsable des projets qu'on a entre les mains, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voilà, je rejoins encore une fois ce que disait Steven ce matin. Enfin, faut y aller, quoi. Franchement, faut y aller. Et il faut pas hésiter. Après, c'est vraiment une question de responsabilité. Moi, c'est toujours ce que je dis. Honnêtement,
même si on n'est pas des fois ultra compétent sur le sujet qu'on va traiter, le fait de vraiment vouloir faire les choses correctement, et ça, c'est cette exigence qui est peut-être aussi issue des métiers d'art. Moi, je sais que j'ai eu des profs aussi incroyables à Federbe, à Boulle. Je pense à Monsieur Duguay, Monsieur Deville. Enfin, c'est des gens qui m'ont apporté, en plus d'un savoir-faire technique, ce regard, cette exigence. Bah là, tu vois, il manque un millimètre, là, il manque quelques dixièmes, ça ne va pas en fait. Et ça, c'est des choses que je réutilise aujourd'hui dans ma pratique et dans ma façon de fonctionner. Ouais. Mais il faut y aller. Franchement, il ne faut pas hésiter. Et puis même si, par exemple, vous vous trompez et que ça ne fonctionne pas, bah voilà, vous êtes jeune, vous pourrez rebondir, vous pourrez faire des choses, mais au moins, ça sera une expérience qui sera hyper constructive. Mais je pense que la plus grosse erreur, ça serait juste de dire non, c'est pas possible et je le fais pas, quoi. Alors, je rebondis sur un commentaire de Steven, justement, qui disait, par rapport au design métier d'art, et puis après, Raphaël, je t'assure, on s'arrête. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas intervenir, mais... Steven qui disait, il faut arrêter de chercher à avoir ces deux titres, designer, métier d'art. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut arrêter de vouloir avoir un titre. Ouais. Ouais, voilà, quoi. Les titres, ça nous coince. Plutôt être que avoir, en fait. Yes. Bravo. C'est bien ça, non? Non, mais t'as raison. Pardon. Vas-y. Non, t'as raison, Caro. Nous, on est d'accord. En fait, au fond, entre nous, là, dans les gens du métier, c'est une évidence. Mais la vérité, c'est que la presse, les clients, ils ont envie de te mettre dans une des cases. Et tu es obligé d'argumenter. Mais c'est ça. Et je rebondis sur ce que tu dis, Raphaël. C'est que moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à dire designer, même si, au fond de moi, je connais la réalité de mon travail et ce que je fais aussi en fonction des projets. Mais parce que si je ne faisais pas ça, il y a des projets que je ne pourrais pas toucher. Exactement. Et c'est terrible parce que, voilà, mais du coup, j'ai conscience aussi qu'à un moment donné, l'étiquette, bah, ça amène aussi son lot de projets et surtout des domaines bien précis. Mais peut-être qu'il faut être un peu malin et en jouer enfin, toi, c'est pas que tu es malin et que tu en joues parce que tu as vraiment les deux cursus, tu as tes 8 ans, tu l'as gagné ton étiquette. Mais bon, puisque le titre de diplôme est flou, eh ben, ok, bah, disons, si ça permet de choper un budget, de dire qu'on est designer, bah, pourquoi pas, hein. Je sais pas, hein, c'est peut-être provoquant comme façon de penser. Non, mais je pense que c'est surtout que à plein de moments, un artisan peut avoir une démarche de designer. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que même un artisan qui n'est pas designer, entre guillemets, des fois, dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de réfléchir, il va avoir cette approche, en fait, qu'un designer pourrait avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec ces dénominations. Et même moi, je ne m'en sors pas dans ma façon de me présenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un sujet de dire qu'est-ce que je fais concrètement. Ben, en fait, créateur, mais oui, mais créateur de quoi? Designer, artisan? Et voilà, je pense qu'en fait, c'est vraiment un échange. Moi, je vois ça comme quelque chose de mouvant, de très fluide, tu vois. En fait, tu sais, là où on gagnerait, c'est que toi, là, tu es en train d'avoir une telle visibilité. Maintenant, les projets, tu n'as plus besoin de justifier quoi que ce soit, je pense, pour les avoir. Si toi... Ouais, mais tiens, on a toujours besoin de justifier. Ouais. Hein. Moi, je suis arrivé nulle part. Hein. Souvent, ce que je dis, c'est que, OK, Prix Bettencourt, c'est génial, mais au contraire, ça me remet encore plus en question parce que je me dis, est-ce que je suis... Tu vois, le syndrome de l'imposteur, tout ça. Enfin, il y a des trucs dont tu vois, donc je prends vachement de recul par rapport à ça. Au contraire, ça me met encore plus de pression pour. Ouais, c'est vrai. Je veux pas te mettre de la pression en disant ça, mais tu vois, en fait, c'est Steven qui est un peu une de nos. Ce mot est provoquant exprès, une de nos stars dans les métiers d'art. Lui, justement, il a pris la décision de ne pas utiliser le mot designer. Alors clairement, ce mec design. Tu vois clairement ce mec design. Et lui, il dit non, mais je suis juste un bon artisan d'art, en fait. Et il assume son titre d'artisan d'art et à travers lui, du coup. Ouais, vas-y. Non, juste, je voulais pas te couper. Hein. Non, ça y est, c'est bon, tu sais, moi, il faut me couper. Le seul truc hyper important, et je rejoins Arnaud Magnin là-dessus, c'est que quand il dit que les mots sont importants, en fait, le problème aujourd'hui du design et des métiers d'art, si on devait vraiment le citer, le fond du problème, c'est que souvent, le designer va imaginer quelque chose, l'artisan va le réaliser, et en fait, ce qu'on va retenir à la fin, c'est le nom du designer. Ouais. Et je pense que c'est le vrai fond du problème. Si le designer et l'artisan étaient mis au même niveau, même sur la même ligne, il n'y aurait pas forcément tous ces problèmes. Ouais. Et je rebondis parce que je vois encore le message de Steven Leprisé. Effectivement, le design est né des métiers d'art. Les manufactures, c'était à l'origine quand même une bande d'artisans. Quand il y a eu les révolutions industrielles, que les machines ont été créées, c'est des artisans qui les ont créées, c'est des artisans qui les faisaient fonctionner.
ensuite, il y a une scission du coup, avec des gens qui pensaient les objets pour que ce soit produit en quantité, mais en rationalisant aussi la production. Et c'est là, entre guillemets, que le design a un peu aussi émergé. C'est qu'à un moment donné, il y a une scission des métiers d'art, en tout cas de l'artisan et de celui qui pense les objets. Et mais à l'origine, justement, ça provient des métiers d'art. c'est moi qui te coupe, on Et fait une battle. l'innovation. Pardon, excuse-moi. Attends, je veux dire un truc. Pardon, Oui, pardon. le pognon, il faut parler du pognon parce que le déséquilibre, il est dans Ah la oui, reconnaissance et il est dans la valorisation financière du travail de chacun. totalement. C'est que le designer, non seulement il va signer, mais il va prendre la grosse partie de la valeur ajoutée Ouais. sur le projet. Ouais. Et ça, c'est quand même une situation, un déséquilibre économique qui est grave et qui fait perdurer un déséquilibre entre les Mais deux. c'est pour ça, tu sais, quand moi je fais des projets en collab et tu pourras demander à beaucoup de personnes, en tout cas c'est une réalité, j'ai tendance à vraiment très très bien payer les gens avec qui je travaille. En tout cas, j'ai même presque tendance des fois à partager parce que j'estime qu'en fait, si on arrive à faire ce projet, c'est du coup grâce aux compétences Bon voilà, encore une fois, j'incarne les idées qui me semblent et les valeurs qui me semblent justes. Tu as raison, il faut que tu Euh, communiques dessus et que tu ouvres une nouvelle voie. Grâce à là, tu as une petite fenêtre de notoriété, là, pendant les mois qui viennent. Profitons-en parce qu'en fait, c'est ça, il faut faire jurisprudence. Chacun, vous qui avez de la lumière, Steven, toi, et puis ceux qui, au fur et à mesure, faites jurisprudence sur parce que vous le vivez dans vos vies. Vous n'êtes pas du genre, vous êtes tous hyper humbles, pas du genre à raconter ce que vous faites bien. Mais en fait, franchement, faites-le parce que ça montre un exemple qui sert à tout le monde. J'entends. Écoute, ok. Et du coup, tu voulais parler argent, c'est ça? Non, ça y est, voilà, j'ai parlé argent. Ah, c'est juste déjà. dire D'accord, que... ok. Non, je voulais juste dire que Oui, le effectivement. déséquilibre design, il est sur l'argent et qu'il ne faut pas se mentir là-dessus. Oui, ouais. C'est que si tu vends un projet comme designer à une marque, tu vas le vendre beaucoup plus cher que si tu le vends comme artisan d'art alors que c'est le même projet. Totalement. Je peux que te rejoindre à ce niveau-là, quoi. Mais moi, toi qui as l'habitude de travailler pour des marques, j'ai complètement changé ma relation et ma façon de voir l'argent. Et en fait, je me rends compte que la valeur de... On est encore bon dans les temps ou pas, Rafa? Bon, écoute, comme on n'a personne De toute façon, derrière, on va on a traîner personne dessus. derrière. Ouais. Mais finalement, je me rends compte que la valeur de mon travail, elle réside plus forcément dans ce que je produis, bien qu'évidemment, il faut conserver une qualité, il faut conserver, parce que voilà, c'est des marques de luxe. Mais en fait, c'est souvent la valeur, maintenant, elle réside dans le temps que je vais pouvoir leur proposer, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai complètement changé ma façon de facturer, parce que quand un client m'appelle, et je pense notamment à des clients comme Dior ou voilà, des grosses marques m'appellent à 2-3 jours d'un rendu en me disant « Ah, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça ». Et qu'en fait, je dois à la fois redessiner finalement le projet pour le rendre fabricable, entre guillemets, et que je dois aussi, du coup, me dépêcher de la fabriquer. Et bien, en fait, la valeur du projet, elle ne réside plus dans le temps que j'y ai passé, mais dans une façon, dans une enveloppe globale, en fait. Donc, du coup, les prix, du coup, sont plus du tout les mêmes. Et en fait, ça dépend vraiment de la complexité et d'autres paramètres. Donc là-dessus, je suis assez à l'aise et tu vois, j'ai pas du tout honte de dire qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie, même très bien ma vie, qu'en même temps, je fais ce qui me plaît, que j'ai l'opportunité de faire à la fois des projets collaboratifs et des créations propres. Et ça, c'est juste parce que je m'autorise à un moment donné à dire, bon, moi, ça m'emmerde un peu les étiquettes et voilà, je suis en mesure de fabriquer des pièces pour des marques, je le fais. Je suis en mesure de dessiner des objets et de réaliser des protos, et je le fais aussi. Et c'est ça qui est important. C'est cette notion de liberté, en fait. Souvent, qu'on me dit, mais pourquoi tu travailles à ton compte, qu'est-ce qui te plaît, tout ça, en fait, c'est juste d'être libre. Et je pense que quand on a cette liberté, après, on est plus à même aussi de s'écouter, d'arriver à exprimer quelque chose de plus profond. Je sais pas, après, c'est peut-être un petit peu... c'est pas assez concret ce que je dis, mais c'est comme ça que je le vis, quoi. C'est très clair. Les amis, comme on approche de la fin, est-ce que on va faire une petite... on va voir, hein, mais si quelqu'un veut lever la main, Steven, tu veux nous dire un truc? Tu veux... Que dire, je sais pas. Non, moi je suis d'accord avec tout ça. Là, il y a une question à laquelle j'ai pas répondu ce matin de Nicolas, c'est ma définition de designer, mais moi j'ai une réponse un peu tranchée sur le sujet. Et en même temps, je suis d'accord avec ce que vous dites, que c'est pas bien de se mettre dans les cases. Faut être ce qu'on a envie d'être, voilà. Et ça, c'est vraiment important pour nos jeunes qu'ils fassent surtout là où leur cœur va les mener, quoi, hein, vraiment. Ouais. Après, ce qui sont, bon, c'est secondaire, mais j'ai pas parlé non plus de. Bon, j'ai pas écouté Jalu, mais il y a aussi Jean-Luc Lemounier qui est un très bon ébéniste et qui est un gars qui a fait les Compagnons et sa vie a un peu changé le jour où il a arrêté. Il le dit, hein, et sa vie a un peu changé le jour où il a arrêté de dire qu'il était ébéniste d'art et maintenant
dit qu'il est artiste, quoi. Mm. Et Ouais. ça l'aide, en fait. Donc voilà, c'est peut-être un terme général aussi dans lequel on pourrait, disons, rentrer tout le monde si on a envie de les rentrer quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème avec ça. Mais enfin, d'ailleurs, c'est pas vraiment. On a des problèmes plus graves. Oui, ça c'est sûr. Ouais, bien Ouais. sûr. Merci, Mais Steven. faut surtout dire ça aux jeunes, quoi, qu'ils y aillent au sentiment, quoi. Voilà. Mais oui, oui, totalement. Il faut s'écouter, faut prendre des risques, il faut tenter des choses, quoi. On est tellement dans une société où prendre des risques, et c'est pas forcément ce qui est le plus valorisé, mais ça veut pas dire se mettre en danger forcément. C'est juste à un moment donné s'écouter et tenter, quoi. Et franchement, quand on y met l'énergie qu'il faut, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, en fait. Merci, Steven. Tu peux te remettre en muet. Merci, mon ami. Il y a Yoran qui lève la main. Juste pour lever la main, vous cliquez sur réaction qui est en bas. Et il y a une petite main. Levez la main si jamais vous avez envie d'intervenir. Yoran, on t'écoute. Ouais, coucou tout le monde. Ouais, je voulais juste Salut, témoigner Yoran. d'un truc ce débat-là, il est quand même vieux parce que je voulais juste témoigner d'une chose. Moi, j'ai un papa qui était aussi artiste et qui a commencé sa carrière en tant que designer et qui s'est de plus en plus éloigné de la fonction dans ses objets. Donc, il est devenu, euh, il s'en fout malgré lui, avec lui, peu importe, il est devenu sculpteur parce que ces objets n'avaient pu s'éloigner vraiment de la fonction, même s'ils avaient souvent quand même un peu un éclairage ou quelque chose comme ça, mais c'était en tout cas des objets en petite série, des séries de 10, voire moins de 10 exemplaires. Donc, et quand c'était des chaises, c'était vraiment pas confortable. Quand c'était des lampes, ça n'éclairait vraiment pas bien. Lui, ça l'emmerdait tout ça. Donc, il se considérait comme artiste. Il en avait rien à foutre des étiquettes. Et effectivement, les gens voulaient absolument le mettre dans des étiquettes. Et lui, tout ça l'emmerdait. Ça date des années 75-80, ça. Donc, c'est vraiment un vieux débat et j'ai presque envie de dire, mais vraiment, qu'on en soit encore aujourd'hui là, ça me C'est... saoule vraiment. Ouais, Et je comprends. je comprends le débat, hein, et par contre, je comprends très bien ce que tu dis, Dimitri, quand tu dis, si j'ai pas l'étiquette designer, j'ai des choses qui peuvent m'échapper et c'est la mentalité des gens qu'il faut faire évoluer. Ça, c'est un autre. Ouais, je suis d'accord. Et là, ça mettra encore du temps, mais quand je vois que ce débat-là, il date des années 75, quand mon père se prenait déjà la tête avec des gens qui lui disent, mais si tu es designer, toi, mais j'en ai rien à foutre, moi je fais des objets, appelle-les comme tu veux, quoi. Ouais. Mais tu Donc, vois, le ça, vrai débat de fond, et effectivement, le vrai débat, c'est parce que finalement, le design, c'est quoi? C'est un objet pensé pour répondre à une fonction. C'est ça la différence avec un artiste. Un artiste, il a juste besoin, lui, de faire réagir les gens avec une émotion. Et, et cette émotion, elle va simplement transmettre ou une idée, ou une sensation, un sentiment, et basta, quoi. C'est peut-être la différence. Et l'artisan, il va simplement prendre du plaisir. C'est le plus important pour moi, c'est ça, prendre du plaisir le plus souvent à réaliser un objet, qu'il ait une fonction ou pas, on s'en fout. ouais. Par contre, ce qui me paraît important, c'est que dans nos niveaux de formation, on garde cette qualité de formation, ça c'est essentiel, pour qu'on puisse faire les deux. Parce que le DNMAD, on est nombreux à vouloir y croire encore, à condition qu'il soit défendu sur le plan, en tout cas national, et pour qu'on puisse retrouver des heures pour que ça puisse continuer à exister, notre formation, parce que sinon elle va vraiment disparaître, il faut en avoir conscience. Et pourquoi c'est super important? Parce que on a dans nos métiers des gens qui vont vouloir faire vraiment de l'artisanat pur et qui ont besoin de développer ce savoir-faire. Donc, à l'école, tu le sais bien, tu es passé par là. Nous, on donne les bases de nos métiers. Mais après, Bien tu vas sûr. les développer dans un atelier. Tu vas mettre, on dit, entre 5 et 10 ans. Selon les métiers, ça peut être même plus. En musique, et dans tous les métiers d'ailleurs, on apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Dans nos Ouais. métiers, on apprend tout le temps. Donc, c'est vrai que le temps, il va pouvoir se développer dans les ateliers, mais si tu ne donnes pas ces bases vraiment dans les écoles, bah, tu n'as même pas le temps de développer après quand tu sors dans un atelier si tu n'es pas assez Non, mais compétent. c'est ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors que designer, c'est vrai qu'une fois que tu as juste le bagage pour conceptualiser, et comme vous l'avez très bien dit tous les deux, Caroline et toi, je trouve que c'était vachement bien ce moment-là, où vous avez dit qu'il n'y a pas de méthode. Bah, Caroline, tu sais bien que c'est un peu ce qu'on fait au MAD. Nous, on s'amuse à désapprendre. Nous, c'est quand même pas mal. On est payé J'adore. on est payé pour Ouais. prendre du plaisir à désapprendre tout ce qu'ont appris nos étudiants. Donc là, c'est vraiment le kiff total quand tu es prof. C'est surtout, il ne faut pas faire comme vous avez appris, vous allez faire autrement et il va se passer quelque chose, faites-moi confiance. Bah, ça, c'est le kiff. Ça, c'est vraiment le kiff. Je pense que le design, pour moi, c'est ça. Et le design, il devrait venir
avec une certaine maturité. Autant je pense que le métier d'art, tu peux l'apprendre jeune. La preuve, c'est qu'à 14 ans, c'est super. On fait des bonnes mains. Et puis, on progresse avec une certaine maturité. Et le design, je pense qu'il faut beaucoup plus de maturité pour avoir une approche, j'entends, un peu intelligente du design, c'est-à-dire une approche non seulement sensible, mais construite, Oui, totalement. dimension éthique, sociologique, etc. Et ça, je pense qu'il faut une certaine maturité. Et avoir cette démarche trop tôt, je pense que c'est un peu du temps perdu pour moi. Mm. Voilà un peu Et pour rebondir sur ce que tu dis, au regard de mon parcours, je suis très content d'être passé par les métiers d'art d'abord, Ah oui, pour avoir du coup cet enseignement assez jeune, pour avoir bien finalement ancré en moi ces techniques et cette approche, pour ensuite après rebondir sur le design. Et je pense que si j'avais fait l'inverse, j'aurais pas du tout peut-être la même aisance aujourd'hui à l'atelier, parce qu'effectivement, moi, j'ai plus l'activité d'un ébéniste, très clairement. Je passe plus des semaines à l'atelier où ça dépend vraiment des projets de temps en temps. Mais quand j'y vais, il y a quand même ce socle et cette base qui est profondément ancrée, et je retrouve très vite mes repères, très vite la façon de fonctionner. Et je te rejoins vraiment là-dessus. Je pense que le design, en tout cas, peut-être cette approche, elle peut vraiment venir par la suite. La seule difficulté de ça, c'est qu'il faut quand même réussir à prendre ce recul. Parce que, en fait, voilà, la technique, c'est fabuleux, ça permet plein de choses, mais des fois, on peut vite aussi s'enfermer dans ce qu'on sait quand on vient de métier d'art. Il faut arriver juste des fois à prendre un tout petit peu de distance pour après laisser la place et du coup, bah, voilà, s'intéresser au design. Ça s'appelle le génie. C'est pour moi des gens comme Basquiat, comme Picasso. C'est des gens qui maîtrisent une technique, mais on ne peut mieux. En musique, c'est pareil. Tu prends les plus grands musiciens, les plus grands. Il y a des musiciens extraordinaires techniquement, et quand ils ne savent pas dépasser la technique, ça reste de mauvais interprètes, quoi. Donc, merci, en fait... Yoran. Il faut que je donne aussi la parole parce que là, sinon, on va y passer. Mais merci. Je mets le micro. Voilà. Et alors, attendez, juste avant. Merci, bravo, Yoran. Juste avant de vous donner la parole à Arnaud, si vous voulez bien, je vais mettre en mode galerie, et ceux qui peuvent mettre leurs photos ou se mettre. Vous voyez, on voudrait prendre une photo de tout le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est mettez les caméras. Je vous jure qu'on ne regardera pas si vous êtes en pyjama. Avec un petit sourire. Vas-y, Steven, mets la caméra. Voilà, trop beau, trop beau, trop beau. Regardez-moi ça. Attends, je mets grand écran. Bougez pas. Je ne sais pas faire. Maricine, tu as une jolie photo, toi? Je ne sais pas mettre grand écran. Attends. Il y a Pierre aussi qui doit nous faire une belle photo. Hop. Voilà. Voilà, pardon, mais désolé, mais Instagram, c'est important dans les métiers d'art. Hein. On se fait déjà assez dit aujourd'hui. Donc, Arnaud, vas-y, c'est ton tour. Ouais, bon, je ne vais pas rester très très longtemps. C'était juste pour mettre un petit peu de légèreté, parce qu'on a beaucoup parlé autour des mots artisan d'art, créateur, designer, etc. Et moi, j'ai mon expérience familiale. Yoran parlait de son papa juste avant. Moi, mon père a été formé par Mouille et Lacroix aux arts appliqués, qui est devenu Olivier de Serres, donc à l'orfèvrerie. Et ensuite, il a fait une carrière de designer, comme on appelle designer maintenant. Et donc, il a travaillé avec des grands noms du design, Raymond Lévy, Talon, etc. Sauf que moi, j'avais un problème quand je devais écrire sur ma fiche de renseignement quand j'étais à l'école élémentaire le métier de mon père. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas designer, mais on disait esthéticien industriel. Mais je ne non. savais jamais où on mettait le H dans esthéticien. Voilà. Mais c'est pas mal, ça va résoudre tous nos problèmes, ça. Esthéticien, Dimitri. Esthéticien industriel. Et artisan d'art. Je suis esthéticien. Mais c'est vrai que le terme design est assez récent. Hein. C'est des années 60, 70, il me semble. Donc, du coup, je ne savais pas pour le esthéticien industriel. C'est pas mal. Intéressant, très joli. Merci, Arnaud. Merci. Alors, hop. Caro, est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? Oui. Moi, je pense qu'il faut pas tout attendre de l'école. Je crois beaucoup aujourd'hui au fait que les institutions, on ne doit pas attendre d'un grand papa de l'institution qui va trouver toutes les réponses à nos questions pour construire le monde dans lequel on doit rentrer, qui va être un monde, je pense, compliqué, parce qu'on a pas mal... c'est comme si on devait renverser la chaussette du monde pour créer un nouveau monde, et donc on ne peut pas tout attendre de l'école. Et donc, parce que quand on disait il nous faudrait beaucoup plus d'heures pour réussir en atelier, mais il faut des heures pour penser le monde, voilà.
Et donc, je pense que chacun doit se responsabiliser pour apprendre, pour construire un nouveau monde. Et donc, oui, il faut beaucoup d'heures d'atelier, j'en suis convaincue, mais il faut aussi beaucoup d'heures de philo, il faut aussi, voilà. Et donc, on ne peut pas complètement casser l'école en disant qu'elle n'apporte pas tout. Je pense qu'on est dans un monde qui va demander tellement de changements que chacun doit se responsabiliser sur le fait d'apprendre par tous les moyens. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Par exemple, moi, quand j'ai passé le concours meilleur ouvrier de France, il n'y avait pas de bouquin, il y avait de mosaïque. Il n'y avait rien pour me former. Et donc, je me suis démerdée. Donc, parfois, j'ai regardé des petites vidéos en boucle pour essayer de me dire, mais comment ils font ce truc-là? Évidemment, j'avais ma formation métier d'art au préalable en atelier qui me permettait d'avoir une logique d'atelier. Mais je crois qu'on rentre dans un monde où on n'aura pas tous les moyens nécessaires pour faire le mieux. Donc, ça dépend vraiment de la droiture individuelle pour pouvoir construire quelque chose de plus fort. Voilà ce que je crois. Ouais, cette notion de responsabilité, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est un de tes travaux. Enfin, je sais que tu travailles beaucoup, Caro, sur l'aspect social, la responsabilité sociale des métiers d'art, et notamment sur la collapsologie. Et ça m'a plu quand tu as dit qu'il y avait, il y a un grand espoir, et que je pense que les artisans d'art, par leur expertise, leur débrouillardise, leur intelligence technique, ont énormément à apporter à ce fameux monde de demain et peut-être à transmettre autour d'eux. Donc, c'est une grande opportunité d'être un artisan d'art et d'être un futur artisan d'art aujourd'hui, justement, plus que jamais, en fait. Ben, moi, je crois que l'artiste, le designer, l'artisan d'art, partout où il y a marqué art, c'est un visionnaire. Et que j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la collapsologie, et à chaque fois que je lisais un livre, je me disais, ah, génial, enfin, je vais trouver l'auteur qui va me donner la réponse à toutes ces crises et sur comment on s'en sort. Et à la fin de chacun des livres que je lisais, il n'y avait pas la solution. Et là, je me disais, mais on est dans la merde. Et beaucoup d'auteurs ou de conférenciers que j'ai suivi la Convention citoyenne pour le climat, enfin voilà, au final, disaient, au fond, c'est presque comme Heidegger qui disait en philosophie, seul un Dieu peut nous sauver. Bon, je vais le dire autrement, c'est-à-dire qu'en fait, ils font confiance. Ils se disaient, il nous faut les artistes pour imaginer le monde de demain, pour imaginer les passages, pour imaginer les chemins. C'est pour ça que moi, je milite dans mes enseignements sur le fait qu'on doit se reformer à l'émerveillement du monde pour savoir construire autre chose qu'un monde qui se pète la gueule, où il y a de la violence, de la barbarie et des casseurs, etc. C'est-à-dire que voilà, j'ai une grande foi dans la formation artistique, mais pour ça doit être une formation intérieure, des outils extérieurs et intérieurs, les deux. Vous savez que dans dessin IN et dessin EIN, dessin EIN, je l'ai noté parce que c'est vachement bien dit. Dessin EIN, c'est le projet intériorisé. Le dessin IN, c'est le projet extériorisé. Et en fait, nous, on sait faire les deux. On sait mentalement intérioriser un projet et extérieurement, par le dessin IN, l'extérioriser, le rendre visible pour que les autres comprennent et disent « Ah ouais, ça c'est cool, ça marche, c'est bien ». Merci beaucoup, Caro. On va conclure. Je vais conclure. Merci. Hein, c'est des beaux mots. Ça fait du bien d'entendre tout ça. D'ailleurs, je renvoie tout le monde sur le podcast de Caroline Salagnac, j'ai mis le lien dans le chat et puis il est facile à trouver. Dimitri n'a pas encore son podcast, mais ça ne saurait tarder. Là, le prochain qui va être en ligne, c'est Nicolas Pinon, où déjà on parle de toi. Mais ce sera évidemment un plaisir de venir t'enregistrer pour de bon. Ton parcours est génial, ton discours super inspirant. On ne se connaît pas encore, mais voilà, je sens qu'on va très bien s'entendre. Et je suis ravie que tu aies pu intervenir aujourd'hui. C'était parfait. Alors, avec grand plaisir, merci. Merci Dimitri, merci infiniment. Alors attends, je vous supprime des mises en évidence, mes chers intervenants et invités. Et voilà, et je conclus en majesté cette magnifique journée du forum Sauvons les métiers d'art. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été entre 50 et 60 sur chaque
sessions. Il y a eu une grande homogénéité du nombre de participants entre toutes les sessions. Il y en a eu 8 depuis ce matin. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'étudiants et beaucoup de professionnels. Et puis, on a eu aussi tous les petits marathoniens qui, depuis ce matin, se sont accrochés d'une session à l'autre. Et c'était magnifique de passer cette journée avec vous. On était très comment dire, un peu stressés. C'est la première fois qu'on organisait ça. Ça s'est organisé très vite. Et en fait, c'était génial pour nous. Je sens que c'était génial pour vous. On a reçu déjà plein de petits mots. Et voilà. En fait, c'est un privilège de se sentir utile. Et là, on se sent utile. C'est cool. Donc, merci. Et pour qu'on se sente utile encore, c'est pas qu'on a besoin que vous adhériez, mais c'est vrai que ça nous donne un message, ça nous donne une réponse en fait aux efforts qu'on fait d'avoir des adhérents. Parce que c'est une adhésion qui est gratuite pour les étudiants. Vous mettez exactement ce que vous voulez en fonction de vos moyens. Mais nous, on s'investit beaucoup tous. On est très impliqués et voilà, ça nous fait du bien quand vous adhérez parce qu'on sent que ça vous aide et que ça vous sert. Merci à tous ceux qui s'investissent là pour le coup sacrément. Merci à tous les profs. Vous êtes des modérateurs merveilleux, c'était évident. Et donc ça, c'est pas une surprise, mais c'est un plaisir de vous écouter, poser les questions, modérer. Et c'est vraiment un format que j'ai envie qu'on fasse en vrai. Et oui, l'idée, c'est de faire ce forum en ligne, ce forum en vrai. Donc le lieu, a priori, ce serait le Mobilier National au mois de juin. Et là, c'est bien parce qu'on a testé le format, on a plein de thématiques qui sont... Enfin, on va être bien meilleur en physique de l'avoir fait en digital, donc c'est top. Je voulais aussi souligner, parce qu'il y en a pas mal qui nous écoutent là, l'admiration énorme et sans borne que j'ai pour les professeurs de métiers d'art. Dans l'absolu, j'en ai podcasté beaucoup et à chaque fois, c'est pour moi des rencontres et qui sont éclairantes, lumineuses, des personnes que j'admire et je respecte énormément en général, mais en particulier dans ce moment très douloureux de la mobilisation. Ils sont mis en danger, ils sont pressurisés par leur direction, évidemment très angoissés par l'avenir des diplômes qu'ils enseignent. Donc, je voulais vous dire, mes amis, que vraiment, on est là, on ne vous lâchera pas, on est... Là, nous, on prend pas mal de lumière. Là, c'est moi qui parle parce qu'on organise, mais les vraies personnes qui font des choses importantes, là, c'est vous. Hein. Et on en est parfaitement conscient. Et je voudrais vous remercier au nom des métiers d'art, en fait, parce que le combat que vous menez là, il est très important. Et voilà. Et vous êtes chacun des personnes admirables. Voilà. On pleure. Merci à vous. Merci au Merci. Bonne soirée à tous. Je vous embrasse. Salut.